L'agriculture va devenir très écologique. L'agroécologie, en fin de compte, c'est s'inspirer du vivant, c'est le biomimétisme. Ça ne sert à rien de vouloir tout réinventer la roue à chaque fois. Il faut simplement regarder ce que la nature a fait, s'inspirer de la nature, et l'agriculture peut le faire. Et de toute façon, l'agriculture le fait déjà. Podcast Agroécologie. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast sur l'agroécologie. On va continuer notre tournée de visite d'exploitation qui pratique l'agroécologie en Suisse romande. La dernière fois, on était sur la ferme de Roverea en bordure de la ville de Lausanne. On avait vu une exploitation de maraîchage en petite surface bio. Et aujourd'hui, on est sur une exploitation de grande culture et d'élevage de porc à Voiran. On est avec André Staudenmann. Salut André. Salut. Comment ça va? Bien, il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique. Super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Staudenmann André, donc j'arrive bientôt à 60 ans. Donc je suis encore de la vieille école, mais je change d'agriculture. Parce que l'agronomie, c'est sympa, mais ça prend du temps à faire. Donc, on se trouve à Voiran, donc en plein milieu du Gros-de-Vaud. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Échallens et Yverdon. On est pratiquement à 700 mètres d'altitude. Voilà quoi. Donc, après, je pratique l'agriculture dite de conservation des sols depuis à peu près maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton exploitation? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis principalement en grande culture, donc ça veut dire dans les céréales, j'ai du blé, de l'orge, du triticale, du seigle et de l'épeautre. Dans les sarclés, il y a du colza, de la févrole, et puis j'avais de la betterave, mais j'ai arrêté parce que ça va plus. Changement climatique oblige, donc ça joue plus. Et puis des prairies normales, intensives, et des prairies extensives, prairies fleuries, des jachères aussi, donc des compostations écologiques sur à peu près, pas tout à fait 6 hectares de compensation écologique. Ok. Et puis donc t'es IP, tu me disais tu fais beaucoup d'extenso. Alors, pratiquement toutes mes productions sont en extenso, que ce soit animal et végétal, donc. Ouais. Pour ce qui est des panifiables, sont toutes commercialisées dans le canal IP suisse. Pour les porcs, sont tous commercialisés en vente directe chez des bouchers de campagne. Donc, production de porcs charcutiers. Donc, c'est de loin pas des porcs de la grande distribution, c'est autre chose. C'est la même différence entre une pomme mûre et une pomme pas mûre du tout. Ok. Tu veux nous expliquer quelques... Un porc standard pour la grande surface, c'est 80 kg de poids mort. Un porc charcutier, c'est entre 120 et 140 kg de poids mort. C'est totalement différent. Il est arrivé à maturité. Donc, on a un équilibre entre les graisses, le juteux de la viande et le goût de la viande qui sont arrivés à l'optimum. Tandis que le cochon à 80 kg, c'est sec. Il faut sortir les cure-dents pour ça. C'est sec, quoi. Ça n'a pas de goût. Ok. Donc, c'est totalement différent. Et tu me disais aussi que tu faisais le servage plus... Alors, toute la production, même pour les porcs, se fait de manière plutôt extensive. Donc, un sevrage normal pour les cochons, c'est qu'à peu près 4 semaines. Moi, ils ont des sevrages entre 6 et 8 semaines. En hiver, c'est plutôt 8 semaines, voire même des fois plus. Ça dépend de la météo. S'il fait froid, ça sera plus. Donc, j'attends que les porcelets soient capables de se nourrir sans aucun problème par eux-mêmes avant de faire le sevrage, quoi. Ok. Super. Merci pour cette petite introduction sur ton exploitation. Donc maintenant, on peut commencer à parler d'agroécologie, voir quelle est l'importance de l'agroécologie pour toi sur ton exploitation. Donc pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement, l'agroécologie? Alors, depuis quelques années, en fin de compte, c'est de trouver et de mettre en application des leviers agroécologiques, c'est-à-dire des leviers agronomiques. J'en ai 6 de base, moi, que pour moi sont indispensables. C'est les engrais verts. Donc, ce qu'on appelle les engrais verts, c'est des cultures, des plantes qu'on va mettre après moisson, qu'on va semer. C'est des mélanges de plusieurs espèces. Donc, un biomax, comme j'appelle, c'est entre 10 et 15 espèces végétales différentes dans le mélange.
Donc elles vont pas toutes forcément venir, donc mais certaines vont venir plus que d'autres et tout. Donc plus il y a d'espèces différentes, plus on a diversité au niveau du sol entre les bactéries et les champignons qui sont la vie du sol, quoi, en fin de compte. Donc là, c'est vraiment leur donner un menu qui est très diversifié par ces ingrédients, quoi. Après, un autre levier qui est très important, que je mets en place depuis quelques années maintenant, c'est les couverts, mais à durée indéterminée. Ça veut dire que je sème en même temps qu'une culture, en principe du colza, c'est là où ça marche le mieux. En même temps que je sème le colza, je sème des plantes accompagnatrices au colza, c'est-à-dire du lotier, du trèfle et des plantains, qui vont pousser en dessous du colza, qui vont pas spécialement gêner le colza, mais après, une fois qu'on a récolté le colza, la parcelle est tout de suite verte. Et c'est des plantes qui vont rester en place, si possible, et qui vont connaître d'autres cultures pendant les 3 à 4 années qui vont suivre, sans jamais les détruire. Je vais les réguler pour avoir un sol toujours vert, toujours protégé, et une vie du sol qui est toujours à l'optimum, quoi. Parce qu'en fin de compte, il y a des racines vivantes toute l'année, il n'y a jamais de vide. Un sol nu n'existe pas sur ces parcelles-là. Il y a toujours du vivant. Voilà. Après, aussi un autre levier, c'est le travail réduit, c'est-à-dire moins travailler le sol ou ne pas travailler du tout, c'est-à-dire le semi-direct. Ça, on en reparlera un peu après, je pense, mais c'est un dilemme, là, ça. Ça veut dire que si on travaille moins le sol, on le protège le sol de l'érosion, du tassement et tout, donc des effets mécaniques de la météo et de la pluie, mais aussi on protège la vie du sol. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois le pire ennemi des vers de terre, c'est en fin de compte l'acier, c'est-à-dire les machines. Ça bousille les vers de terre. Donc, c'est de pas travailler le sol, on garde les vers de terre. Par contre, c'est ni tout blanc ni tout noir. On est obligé d'utiliser quelques herbicides pour se défaire des mauvaises herbes. Si on passe une charrue, on n'a presque pas besoin d'utiliser d'herbicides, ou moins, parce que, en fin de compte, la charrue fait un travail de désherbage. Tandis que moi, j'utilise pas la charrue, je suis obligé de contrôler mes mauvaises herbes. Donc, soit on protège le sol, puis on utilise un petit peu d'herbicide, soit on travaille le sol, et dans ce cas, on n'utilise pas d'herbicide. C'est pas tout blanc, tout noir, quoi. C'est à prendre avec des pincettes, quoi. En fin de compte, il n'y a pas de mauvaises pratiques en soi, c'est des mauvaises utilisations au mauvais moment, plutôt. Donc, après, il y a un autre, c'est aussi les fumeurs organiques, parce qu'un sol, il faut le nourrir. Donc, il faut y amener des matières organiques pour nourrir toutes ces... Un sol, en fin de compte, une cuillère à café de sol actif, biologiquement actif, c'est entre 8 et 10 milliards d'habitants. Des bactéries, des champignons. Après, quelques autres un peu plus gros, quoi. Et tout ce monde-là, il faut les nourrir. C'est-à-dire des matières organiques. C'est le carbone qui nourrit le sol, donc, C'est pour ça que les sols peuvent être plus ou moins des pièges à carbone. C'est-à-dire que pour amener de la vie dans les sols, il faut amener du carbone. Après, un autre levier, alors là, je vais casser un dogme. C'est les prairies. Les prairies sont essentielles pour des rotations des cultures. Et pour avoir des sols en bon état et se défaire d'une partie des mauvaises herbes, il faut intégrer des prairies. Les prairies peuvent nettoyer, si on a des parcelles qui se salissent au niveau des mauvaises herbes, on met 3 ou 4 années de prairies et ça nettoie les parcelles. On a moins de mauvaises herbes. Donc, on utilise moins après d'herbicides. Par contre, ces prairies, jusqu'à preuve du contraire, le trèfle, c'est un goût de chiotte, comme on dit. On a beau mettre la sauce à salade, on ne peut pas les consommer, nous. La luzerne non plus. C'est mis en valeur par du bétail. Et là, c'est là que toute l'importance des animaux sur les exploitations agricoles dans une vision d'agriculture durable. On ne peut pas séparer et dire on fait que du végétal pour alimenter directement l'être humain. Les animaux sont essentiels à la bonne tenue des équilibres dans les fermes et des agro-écosystèmes dans les fermes, quoi. Donc, dans la nature, il n'y a pas que du végétal. Il y a toujours de l'animal mélangé au végétal. Dans la forêt, dans n'importe quelle prairie, il y a des oiseaux, des insectes. Donc, c'est toujours un équilibre. Et on ne peut pas ne pas le faire dans l'agriculture. Donc, ça veut dire que les produits laitiers et les produits carnés sont essentiels aussi à une bonne agriculture. Et tout ça, en fin de compte, avec ces 6 leviers différents, on arrive à avoir des sols qui sont résilients, qui sont vivants. Et dans un sol sain, on peut commencer à diminuer les intrants, c'est-à-dire les intrants de synthèse, c'est-à-dire les engrais et les traitements, les phytos.
et utiliser, à les économiser. Je dis pas à ne plus les utiliser du tout, hein, parce qu'il y a quand même il faut pas tout foutre loin. Il y a des trucs qui sont quand même bien, mais on a été trop loin, ça c'est sûr. L'agro-industrie, il est l'après-guerre, quoi. On a fait, tout était nouveau, c'était génial. On avait des engrais, des phytos autour. On voulait être moderne, mais on a tout cassé. On a fait pas mal de mauvaises choses. Mais il y a quand même des trucs qui sont très intéressants. Donc, hein. Donc, au niveau des intrants, quel intrant Alors, tu as pu réduire avec tes pratiques? alors, un des intrants que je peux commencer à bien réduire et puis à maintenir les rendements, voire même un peu les augmenter, c'est les nitrates. Il faut pas oublier que le nitrate, c'est la grande famille de l'azote. Donc les nitrates sont essentiels à la vie. Donc, c'est pas un poison pour la vie, c'est essentiel à la vie. Par contre, la quantité qu'on peut utiliser, là, ça peut devenir des problèmes. S'ils sont mal utilisés et mal réfléchis, alors ça peut devenir un problème. Le fait d'utiliser des leviers agroécologiques, surtout en fin de compte, comme j'ai dit avant, des couverts à durée indéterminée à base de laitier et de trèfle, ces plantes-là sont de la grande famille des légumineuses. Et cette grande famille-là a la particularité de vivre en symbiose avec des bactéries et de fixer l'azote atmosphérique de l'air, quoi, en fin de compte, et de le transformer pour qu'il soit utilisé par la plante, la légumineuse, via les bactéries du sol, qui vivent en symbiose avec ces plantes-là. Donc, sur une céréale qui a été semée en direct dans un trèfle, pour donner un exemple, je peux économiser entre 30 et 40 kilos de nitrate à l'hectare. Ça veut dire que si j'économise 30 kilos de nitrate à l'hectare, j'ai économisé 40 litres d'équivalent pétrole à l'hectare. C'est pas négligeable. Tout ça parce que les bactéries du sol ont travaillé et ont fait leur boulot, quoi. Donc, c'est un levier très important. Et les rendements, ils arrivent à tenir, quoi. Donc, alors, il faut s'attendre. Ça se fait pas du jour au lendemain, d'une année à l'autre. Il faut 5-6 ans de mise en place de la pratique pour commencer à voir des effets. Et c'est pas gratuit non plus. C'est-à-dire que j'ai économisé de l'engrais, mais par contre, j'ai dépensé des semences pour mettre en place ce sous-couvert. Ça a un coût en travail et en semences. Donc, au mieux, on équilibre juste les comptes. Par contre, au niveau environnemental, là, on a fait du bon boulot. OK. Ça, c'est clair. Est-ce que tu peux décrire un peu plus en détail comment tu réalises ces sous-semis? Ces sous-semis, alors, quand je sème, en même temps que je sème le colza, parce que je prends l'exemple du colza, c'est là où ça marche le mieux, en même temps que je sème le colza, je mélange à la semence de colza dans le semoir les semences du sous-couvert, c'est-à-dire le trèfle, le laitier, le plantain et d'autres plantes qui, elles, sont gélives, ne vont pas passer l'hiver, mais qui sont intéressantes pour protéger parce que ça a plusieurs effets. Donc, il y a l'effet bénéfique pour l'azote, donc les nitrates, mais il y a aussi l'effet bénéfique contre les ravageurs. Si je mélange du fenugrec au colza, le fenugrec a un pouvoir répulsif contre l'altise à l'automne, qui est un ravageur du colza. Donc, ça m'évite de faire un insecticide en mettant du fenugrec. Par contre, un insecticide pour dégommer les altises à l'automne, ça va me coûter un produit 30 francs à l'hectare. Avec le tracteur et la pompe à traiter, donc le travail et tout, j'arriverai à peu près à 150 francs hectare. Au niveau fenugrec, que je sème en même temps que colza, je vais en mettre 15 kilos à l'hectare et ça coûte pratiquement 15 francs du kilo. Donc, c'est une solution agroécologique, agronomique, mais qui est chère à mettre en place, mais qui a aussi une bonne efficacité. Donc, ça marche. Mais par contre, comparé au traitement, le traitement est quand même moins cher. Ouais. Et on sait que le traitement fonctionne pratiquement tout le temps. Tandis que le fenugrec, s'il lève mal, parce que les conditions météo font qu'il n'arrive pas à lever correctement et tout, il peut très bien louper complètement. Et j'aurais pas la protection du fenugrec pour protéger mon colza. Donc, il y a les deux plans. Mais après, pour revenir au semis, donc le même jour, tout est mis en place en même temps. Hein. Et tout ce qui est trèfle, laitier et plantain, ils vont passer l'hiver
en même temps que le colza. Les deux autres, le fenugrec et l'entille, ne passent pas l'hiver parce qu'ils sont gélisses et disparaissent, mais ils ont fait leur travail de protection du colza contre la tise. Et au printemps, il faut que je regarde mon colza. Si les trèfles sont tout petits, on les voit à peine, c'est bon signe, ça va bien, ils sont là. S'ils sont un peu trop dominants, il faudra faire gaffe parce que ils peuvent très bien prendre le pas sur le colza, c'est-à-dire rentrer en concurrence directe avec le colza, et je peux au maximum, dans le pire des cas, perdre la culture de colza. Il ne faudrait pas arriver à ça parce que la culture, c'est quand même le colza, donc il ne faut pas l'oublier. Mais si ils sont corrects, je laisse aller, et puis ils poussent dessous, mais ils restent petits, le colza passe par-dessus largement. Et après moisson du colza, je me retrouve avec une prairie de trèfle, lotier et plantain. Dans le meilleur des cas, on arrive encore à faire une coupe d'ensilage. Donc, à mettre en valeur cette prairie. Par contre, c'est là où elle va m'amener du nitrate dans le sol, via les bactéries du sol. Et en plus de ça, vu que ça fleurit à peu près dans les 10 à 15 jours après la récolte du colza, les premiers lotiers fleurissent, les trèfles un tout petit peu plus tard, mais une semaine après, grosso modo. Et toutes ces fleurs arrivent à un moment où il y a pratiquement plus de fleurs dans les dans les champs, quoi, en fin de compte. Hein. Et les abeilles et les insectes, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les papillons, les bourdons et autres, se retrouvent avec tout d'un coup à disposition des surfaces assez importantes d'une prairie qui fleurit. Et donc ça fait aussi son job de nourrir tous les insectes. Avant de nourrir les vaches, quoi, si on veut bien. Super. Ouais. Donc, c'est un point intéressant, quoi. Puis après, par les racines, ça commence à travailler le sol, parce que ça a des racines importantes, et ça fera que ça me prépare le sol pour la prochaine culture. Je n'ai pas besoin de passer de machine pour préparer le sol. Je vais faire un semis direct là-dedans. Donc, je passe un semoir, puis ça sème directement sans aucun travail du sol. Les vers de terre et toute l'activité biologique du sol fait le job, et ça marche bien. Par contre, là aussi, il faut 5, 6 ans, voire 10 ans, ça dépend de tout. Si un sol a été fortement dégradé, il faudra presque une génération pour arriver à un équilibre. Par contre, un sol qui est, disons, acceptable au départ, quoi, et qui part dans un système d'agriculture de conservation des sols, en l'espace de 5, 6 ans, on arrive à un équilibre. Mais ça peut être un peu plus long. Donc, mais c'est une technique qui marche bien. Après, c'est compliqué. À mettre en place, c'est très compliqué. Il faut apprendre. C'est vraiment une autre agriculture. Il faut apprendre. Il faut prendre ses points de repère. Ça, on les a pas quand on commence. Donc, c'est très, très difficile. La première fois que je semais un blé dans une prairie de trèfle comme ça, les collègues, quand ils sont passés en tracteur, je les entendais parler de loin. Il fait quoi, lui? Mais après, ça marche. Après, il y a d'autres collègues qui ont voulu essayer des techniques comme moi je fais et puis qui se sont complètement loupés parce qu'en fin de compte, moi, ça fait des années que je prépare mes sols à ça. Donc, on peut pas le faire d'une année à l'autre. C'est un processus qui met du temps quand même. Donc, Et donc, tu fais très rarement des labours? Alors, je fais quand même, mais vraiment au cas par cas, parce que la charrue reste... Alors, elle a beau avoir beaucoup de points négatifs, mais la charrue reste un levier agronomique très important pour lutter contre les graminées. Les graminées, quand on commence à avoir des gros problèmes de résistance vis-à-vis des herbicides, un des leviers agronomiques possibles pour lutter contre les graminées, c'est la charrue, justement. Mais il faut, ça veut dire qu'on laboure une fois, parce que la spécificité des graminées adventices, c'est que les graines ont une durée de vie dans le sol qui est très faible. Ça va d'une année à 4 ans maximum. C'est-à-dire que ces graines-là, si on les fout au fond de la raie de labour avec un joli petit labour, mais qu'on ne laboure plus le sol après pendant 3 ou 4 ans, ou voire mais plus, donc, ces graines qu'on a mis au fond finissent par mourir. Elles ne nous gêneront plus. Donc, si on a une parcelle qui commence à se salir, ça reste une bonne solution, un bon levier agronomique pour se défaire des graminées adventices. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut faire attention, parce qu'un sol labouré reste un sol très très fragile. S'il vient des grosses quantités d'eau, le sol il fout le camp. On a des grosses ravines, puis toute cette terre, elle finit au fond du lac de Neuchâtel, et ça n'est pas très utile là-bas au fond. Donc, il faut que la terre reste sur les champs. Donc, ça veut dire que, justement, le sol nu, sans couverture, est un sol fragile, très fragile.
Et puis ça, il faut faire attention. Donc, de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Ça ne doit pas être une règle. Et actuellement, la plupart du temps, c'est une règle. Le labour est une règle. C'est-à-dire, on laboure chaque année avant chaque culture. Et c'est faux. Ouais. C'est pas mauvais en soi, mais c'est trop pratiqué. Beaucoup trop. Ouais. Si ça vient une fois tous les 5-6 ans, c'est pas un problème. Si c'est une fois ou 2 fois suivant les parcelles par année, là, c'est un problème. Et pour détruire une prairie, tu utilises quand même le labour ou... Pour détruire une prairie, c'est-à-dire que justement là, comme j'ai dit avant, donc une prairie, ça nettoie la parcelle, donc il y a moins de mauvaises herbes. Par contre, à un moment donné, il faut quand même détruire la prairie pour mettre en place la culture, c'est-à-dire en régénérant une céréale, un blé. Et puis, on peut pas mettre un blé dans une prairie qui reste vivante. Ça, c'est impossible. Donc, il ne pourra pas s'installer. Donc, on a 2 choix. Soit on laboure, et c'est ce qui se fait au général. Par contre, c'est un gros problème. C'est-à-dire quand la prairie a structuré le sol par ses racines pendant 3 ou 4 ans. Donc, on a une structure du sol qui est à l'optimum. Le fait de labourer, on va casser cette structure et surtout mettre en danger le sol parce qu'il vient une grosse pluie, comme j'ai dit avant, tout d'un coup, érosion. Donc, et ça, c'est dommageable. C'est un peu bête de casser cette structure. Donc, je vais utiliser le fameux glyphosate qui est la bête noire pour certains. Donc, mais pour moi, un levier agronomique qui est assez important et je dirais que c'est contre-intuitif pour certains. Une petite quantité de glyphosate, parce que là, je ne vais pas l'utiliser à pleine dose. Je vais l'utiliser à peu près à 1200 grammes hectares de matière active. La dose complète qu'on pourrait utiliser, c'est 3 kg, 3 kg et demi à l'hectare. Donc là, j'ai quand même une dose bien plus faible. Mais si je prends le pour et le contre, comme j'ai dit avant, c'est pas tout blanc et tout noir. Donc, si je prends le pour et le contre, je vais brûler ma prairie avec du Roundup, 1200 grammes à l'hectare. Je vais économiser à peu près, un labour, c'est 60 à 70 litres de carburant à l'hectare. Donc ça, ils sont économisés. J'économise aussi le travail du sol, puisque je vais faire un semi-direct. Donc, parce qu'après un labour, il faut hercer pour pouvoir mettre en place la culture. Là, j'ai même pas besoin. Le sol est prêt, je fais un semi-direct. Donc, je vais économiser grosso modo 80 litres de carburant à l'hectare. Et je vais de l'autre côté utiliser 1200 grammes de matière active glyphosate. Qu'est-ce qui est le plus polluant? 80 litres de carburant brûlé. Au niveau de l'atmosphère, c'est pas top. Au niveau du carbone, c'est pas top. Il faudra aussi fabriquer le glyphosate. Et ça a aussi une dépense énergétique. Donc, mais c'est pour ça que c'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut choisir qu'est-ce qu'on protège. Le sol? Ou bien on laboure et puis on n'utilise pas l'herbicide. Puis le sol est moins protégé. Dilemme. C'est compliqué. Ok, alors je pense, un peu fait le tour de ce que tu fais au niveau de la protection du sol. En termes de biodiversité, est-ce que tu prends aussi des mesures pour la promouvoir sur ton exploitation? Oui, mais pour moi, il y a 2 types de biodiversité. Donc, c'est-à-dire 2 types. Elles s'intègrent l'une dans l'autre. Donc, il y a les structures écologiques qui sont mises en place, c'est-à-dire le biotope, comme au bas du domaine. On a remis à ciel ouvert 160 mètres de ruisseau avec une haie installée. Donc, une haie qui est en qualité 2. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de plantes diversifiées dans la haie pour les insectes et les oiseaux et tout le commerce, quoi. Qui est entouré d'une prairie extensive fleurie, il a aussi en qualité 2, donc mais là, c'est vraiment des structures écologiques, donc des haies, des points d'eau, des zones humides, des tas de pierres, des tas de branches, des ourlets aussi que je fais, donc là aussi c'est des zones de protection pour les micro-mammifères ou bien les oiseaux peuvent se déplacer par ces ourlets qui sont mis à différentes places sur le domaine. Et après, il y a une autre biodiversité qui, pour moi, comme j'ai dit avant, donc c'est couvert à durée indéterminée, où en fin de compte, c'est amener de la biodiversité dans les parcelles de culture. C'est-à-dire que c'est parce que
si on veut avoir des leviers agroécologiques de manière à pouvoir continuer à produire, les structures en elles-mêmes, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Et puis, il faut amener de la biodiversité dans les cultures. Là, on touchera des grosses surfaces. Donc, ça a un impact beaucoup plus important. Après, il y a une biodiversité qui est un peu oubliée. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, pour eux, la biodiversité, elle est démontrée par les abeilles. On voit des abeilles, des photos d'abeilles ou de papillons partout, et ça fait partie des pollinisateurs, donc de la biodiversité. Il n'y a pas que ça. Heureusement, parce qu'il y aurait que ça, on aurait un gros problème. Tout le monde oublie le ver de terre. C'est moins photogénique, c'est moins vendeur, mais c'est lui qui fait une grosse partie du boulot dans nos sols et qui actionne la biodiversité des sols au niveau, en fin de compte, ce qu'on appelle la rhizosphère, où là, c'est en fin de compte vraiment un travail entre plusieurs. Les vers de terre en font partie, mais il y a beaucoup de bactéries, des champignons, des mycorhizes, qui font cette biodiversité des sols. Et ça, elle est un peu oubliée. C'est dommage parce que ça a été reconnu il n'y a pas longtemps. On a plus de biodiversité sous la surface des sols au niveau planétaire qu'à sa surface. Donc, c'est vraiment très important, la biodiversité des sols. Et c'est ce qui va nous permettre, en fin de compte, si elle est bien maîtrisée, de commencer à diminuer les intrants, c'est-à-dire les phytos et les engrais. Mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est moins vendeur, c'est moins visible. Une abeille, c'est joli. OK. Tout le monde... ouais, oui, c'est vrai, c'est joli. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle. OK. Dans l'agroécologie, il y a ces différents... Ça prend en compte les aspects écologiques qu'on a discuté là, mais aussi des aspects sociaux. Ouais. En termes d'aspect social, un des éléments de l'agroécologie, c'est aussi la co-création et le partage de connaissances. À ce niveau-là, est-ce que tu as des activités? Bon, j'imagine si en plus tu participes à notre podcast. Oui, alors j'ai plusieurs trucs. Donc, avant même de participer à ces groupes d'études, donc j'étais déjà dans une vision depuis certaines années. Moi, par exemple, les engrais verts, ça fait 40 ans que je les fais. Ouais. Donc, j'ai pas attendu la politique agricole et la politique environnementale pour pouvoir faire ces engrais verts. Je voyais déjà l'utilité il y a 40 ans de ça. Donc, mais là maintenant, je participe au groupe Pestired, qui lui est un groupe où c'est la diminution de 75% des phytos. Après, je participe aussi dans un autre groupe qui s'appelle Risque. Là, c'est en fin de compte voir la résilience des exploitations agricoles par rapport au changement climatique. Et puis là, ça touche tous les domaines. Donc, ça, c'est aussi... Donc, c'est des groupes de travail. C'est assez intéressant parce qu'on met des essais sur l'exploitation. Donc, il y a des parcelles qui sont des essais pesticides, des essais risques. On se voit soit dans les champs, soit en cours, en classe, durant l'hiver, pour discuter des différentes thématiques et d'échanges de savoir, quoi. Et il y a un autre groupe où j'en fais partie qui est, lui, un peu informel. Donc, c'est un rassemblement d'agriculteurs qui s'est fait presque tout seul, quoi. On est une bonne quarantaine, grosso modo, la moitié en bio, la moitié en conventionnel, où le but, c'est la protection des sols. Vraiment, on mise le point commun, en fin de compte, le fil rouge, c'est protection des sols. Les bios savent qu'ils ont un gros problème, ils travaillent beaucoup trop leur sol, parce qu'ils doivent se défaire mécaniquement des mauvaises herbes, donc ça veut dire un travail du sol, passage répété d'outils et de tracteurs. Donc, ça leur pose un problème. Et puis, en agriculture de conservation des sols, on utilise encore des herbicides. C'est vrai qu'on ne travaille pratiquement plus les sols, on fait attention de ce côté-là, mais on utilise encore des herbicides. Et puis, à un moment donné, il faudra aussi les diminuer ou trouver de nouvelles pratiques. Donc, et là, on voit qu'on a vraiment un but qui est encore, je pense, assez lointain, donc parce que c'est pas facile. Mais quand on se voit sur le terrain entre agriculteurs bio et agriculteurs AC, donc agriculteurs de conservation, les échanges sont géniaux. C'est tout simplement génial. On essaye des trucs, on est un peu follow, donc ça veut que des fois on se dit ah ouais, on va essayer de faire ça, et puis on s'en fout, on y va, on essaye, on verra bien ce qui vient. Alors des fois ça loupe complètement, puis on se dit waouh. Mais bon, quand on se trompe, on apprend aussi. Ouais. Donc, c'est pas tout perdu. Par contre, quand on réussit, waouh, c'est génial.
on se casse pas la tête. Là, on se lâche. Vraiment, on n'a pas de résultat à donner à qui que ce soit. C'est pour nous. On a été quand même contacté par certains du canton ou de l'Agroscope qui voient que ce groupe-là fonctionne quand même plutôt bien. Et puis, ils sont en train de voir si on peut les aider. Mais on leur a dit, nous, on veut pas perdre notre liberté. On veut rester un peu follow. Faire un peu des trucs que personne ne pense. Pour vraiment innover. En fin de compte, innover, c'est pas faire la même chose que tous les autres. C'est vraiment faire différemment, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, mais c'est des groupes d'échange c'est génial, quoi. Ça existe maintenant, que ce soit Pestirade, Risque, ainsi de suite, Solvivo. C'est vrai que pour moi, je dirais qu'il arrive en fin d'activité professionnelle, hein. À 60 ans, il me reste 5-6 ans à faire, quoi. J'aurais aimé avoir 20 ans ou 30 ans de moins avec ces mêmes groupes. Pour délirer, puis surtout, pour voir plus loin, mettre en pratique pendant encore plusieurs années. Là, moi, je mets en pratique, mais je sais que dans 6 ans, pour moi, ça sera fini, quoi. 5-6 ans, ça sera fini, quoi. Donc, c'est dommage que ces groupes-là n'existaient pas comme ils sont maintenant, il y a 20-30 ans en arrière. Il y avait des groupes, d'autres groupes, mais, en fin de compte, c'était quelles sont les nouveautés dans les phytos, puis comment est-ce que il faut les appliquer. C'était pas la même chose, c'était pas de l'agroécologie, de l'agronomie, quoi. C'était pas tout faux, puisque c'est ce qu'on apprenait à l'époque, hein. Moi, quand j'ai fait mon école d'agriculture, on m'a appris à mettre 250 kilos de nitrate à l'hectare pour un blé. Maintenant, j'en suis entre 90 et 100 kilos. Et j'ai pas diminué mes rendements. Donc, c'est pour ça que, comme il y en a qui disent, il faut mourir le soir parce qu'on apprend toujours, quoi. Ok, ensuite, voilà, le dernier aspect de l'agroécologie, c'est l'aspect économique. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots aussi sur comment tu écoules tes... Alors, les produits sont écoulés pour ce qui est panifiable en IP suisse, pour ce qui est oléagineux, c'est-à-dire tournesol et colza aussi par IP suisse. Pour les cochons, c'est des boucheries de campagne, donc des maîtres charcutiers, quoi, si on veut bien. Mais après, c'est vrai que au niveau financier, l'agroécologie, ça a un coût. C'est un coût parce que les leviers agronomiques qu'on met en place pour économiser les intrants, ils sont pas donnés. Il y a certains qui coûtent cher. Donc, ça veut dire que c'est une agriculture qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée parce qu'on travaille avec le monde du vivant. Faut pas oublier que le monde du vivant est très compliqué. Donc, et toute cette réflexion, moi, quand je mets en place des leviers agroécologiques, certains, ils sont mis en place, c'est-à-dire je les mets en place, ils seront effectifs, actifs, et je vais pouvoir avoir un retour sur investissement 3 ou 4 ans après, et pas 6 mois après. Donc, c'est une réflexion sur le long terme. Dans le monde du vivant, le court terme, je dirais, pour moi, c'est 5-6 ans. C'est le temps qu'il me faut pour commencer à maîtriser une nouvelle pratique agricole, une nouvelle technique, un levier agronomique que je mets en place. 5-6 ans. Pour le maîtriser correctement, il me faudra entre 10, 15, 20 ans. Ça dépend des leviers agronomiques que je mets en place. Et quand je plante un arbre en forêt, parce que je fais aussi un peu de forêt, là, ma pensée, elle est sur plusieurs siècles. Et quand je peux parler encore plus long terme, c'est-à-dire que quand je mets des engrais verts ou du fumier ou du compost dans mes champs, une partie de ces matières organiques sera transformée en humus stable. L'humus stable, on parle millénaire, entre 1000 et 2000 ans. On est en train de consommer actuellement dans nos champs l'humus stable qui a été produit par les Romains. Donc, on ne vit pas sur la même planète entre le monde économique et le monde du vivant. C'est une des problématiques actuellement, en fin de compte. Mais est-ce que tu penses que tu prends des risques au niveau économique avec certaines pratiques agroécologiques que tu... Alors, je me suis planté. Là, en 2021, j'ai perdu 2,5 hectares de colza, j'ai perdu 10 000 balles. Parce que j'ai mis un levier agroécologique qui n'a pas fonctionné et je me suis planté complètement. Donc, c'est vrai que c'est une nouvelle technique. C'est nouvelle technique, nouveaux problèmes que je connais pas forcément, qu'il me faut apprendre. C'est en faisant des ratés
que je les apprends. Alors, ça coûte cher quand je me rate. Mais j'apprends. Alors, disons, alors là, je prends mes risques à moi, donc ça c'est clair. Donc c'est pour ma pomme. Mais c'est d'autres connaissances que le protocole purement scientifique n'aura pas. Ouais. Donc les deux se complètent. On peut pas dire que un est meilleur que l'autre, mais il faut pas dire que l'empirique est pas bon. Ouais. L'empirique a toute sa valeur dans le monde agricole parce que c'est pas forcé de vouloir tout comprendre à la virgule près pour mettre en pratique un levier agroécologique. Ouais. J'ai pas besoin de savoir à la virgule pourquoi ce qui fonctionne. Si un scientifique veut savoir pourquoi, ben, qu'il le fasse. Hein. Ouais. Mais moi, s'il fonctionne, ça me suffit. Okay. Après, j'ai des vagues idées de pourquoi tout commence, ça fonctionne. Je vais quand même pas n'importe quoi. C'est quand même un peu réfléchi aussi. Mais si je dois atteindre de pourquoi est-ce que ça fonctionne, le pourquoi du commun, avant de mettre en pratique, je perds du temps. Ouais. Donc, on a meilleur temps, à un moment donné, de forcer un peu les choses, de se casser la gueule de temps en temps. Faut pas trop souvent quand même, parce que ça fait mal. Donc, perdre 10 000 balles sur l'année, j'ai pu les supporter, mais c'était dur à faire passer la pilule quand même. Donc, c'est pas rien, 10 000 balles. Mais ça a été fait de manière... c'est mes essais à moi, c'est, comme j'ai dit un peu, mon délire à moi. C'est, en fin de compte, ce qui me plaît encore dans le métier. Ouais. Parce qu'en fin de compte, là, j'applique de l'agroécologie appliquée au terrain. Quand ça réussit, waouh, c'est génial. Quand ça loupe, ben voilà. Mais quand ça réussit, c'est bien aussi. Ouais. Et puis, ça fait plaisir. C'est ce qui fait plaisir. Parce que là, c'est mon métier. C'est plus les directives de l'OFAG qu'on applique sans trop réfléchir, et ce qui pose problème. Parce que c'est des réglementations, c'est de la bureaucratie derrière. Et puis il faut que ça rentre dans le cadre. Faire rentrer dans le cadre la nature, c'est illusoire. Et pour les prochaines années, tu imagines encore faire des changements ou expérimenter de nouvelles choses? Alors, je suis toujours curieux, ça c'est sûr. Donc, je vais peut-être faire encore 2-3 essais. Mais surtout, c'est vraiment affiner ce que je fais déjà. Ouais. C'est-à-dire mieux le maîtriser, mieux le sécuriser. Parce qu'actuellement, il y a encore des inconnus, donc il faut que je me plante encore 2-3 fois pour savoir où c'est que sont les limites, quoi, en fin de compte. Mais c'est plutôt dans le sens de mieux les sécuriser, de mieux les affiner, ce que je fais déjà. Ouais. Après, j'aurais pas le temps de les mettre en pratique, je verrai pas le résultat. Ouais. Donc, si je veux réinventer quelque chose, quoi. Ouais, ok. Et si on parle un peu plus de l'agriculture suisse en général, quel changement concret te semble nécessaire pour avoir un système alimentaire plus durable en Suisse? C'est une grande question. Je dirais que pour avoir un changement qui se fasse assez rapidement, parce qu'on va devoir changer, on n'a pas le choix. Donc, l'agriculture je dirais, je veux pas être tout noir non plus, mais l'agriculture à coup de phyto et d'engrais, on a vu ses limites. Donc, il y a des limites. Il y a des bonnes choses dans ça aussi, mais il y a aussi des limites. Donc, mais c'est une agriculture, en fin de compte, bon marché. Parce qu'en fin de compte, les engrais, les phytos sont pas très, très chers. C'est une assurance. On fait ça, on assure les rendements, tac. C'est une agriculture bon marché pour produire des produits bon marché, quoi, en fin de compte. Et puis ça, si on veut une agroécologie, une agriculture durable, le bon marché, c'est fini. Ça a un prix. Ouais. Ça a un prix, ça a un coût. Et puis ça, la société va devoir s'en rendre compte. Parce que dépenser moins de 10% du budget en moyenne pour s'alimenter, quand c'est la vie ou la mort, manger. Ouais. Donc, on peut se passer de bien d'autres combines, mais de manger, on peut pas. Mais au niveau agricole, globalement, et de la politique, pour que les agriculteurs puissent changer, il faut déjà leur donner envie de changer et pas les punir pour changer. Ce que la politique actuellement fait.
Elle réglemente, si t'es pas dans les clous, t'es puni, point barre. Et ça, on n'avance pas. Les agriculteurs ont vite tendance à mettre les pieds contre le mur et de ruer contre les brancards, et puis on le voit avec la révolte agricole, parce qu'en fin de compte, non. Pourquoi punir quand on peut donner envie? C'est bien plus important de donner envie, et plus productif, surtout. Ouais. Et à un moment donné aussi, il faut que ça soit rémunérateur. Parce qu'un agriculteur, pour qu'il puisse faire des essais et évoluer, il faut qu'il ait une liberté économique. S'il n'a pas la liberté économique, s'il il a l'eau jusqu'en dessous du nez, et puis qu'il va se noyer, il va rester dans ce qu'il connaît. Il ne peut pas prendre de risques. Pour qu'il puisse prendre des risques, il faut qu'il ait une certaine liberté économique, de manière à pouvoir tester des nouvelles choses. Donc, et c'est là le gros problème, quoi, en fin de compte. Donc, la société doit se rendre compte que se nourrir, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu penses que l'agroécologie peut jouer un rôle important pour... Comme je dis, on n'a pas le choix. Donc, l'agriculture va devoir devenir très écologique. Ouais. L'agroécologie, en fin de compte, c'est s'inspirer du vivant. C'est le biomimétisme. Ça ne sert à rien de vouloir tout réinventer la roue à chaque fois. Il faut simplement regarder ce que la nature a fait, s'inspirer de la nature, et l'agriculture peut le faire. Et de toute façon, l'agriculture le fait déjà. Parce que, faut pas rêver, donc, hein. Les agroécosystèmes, il n'y a aucune agriculture, à part peut-être l'hydroculture, donc sous serre et ainsi de suite, on veut tout maîtriser. Ouais. Il y a une utopie, ça va coûter la peau des fesses. Ouais, on économise les engrais, on économise les phytos et tout. Oui, mais au niveau énergétique, au niveau des installations et tout, des matières premières qu'il faut pour faire ces installations, ça tout simplement pas de sens. Ouais. C'est débile. Mais il n'y a aucune agriculture qui peut travailler, qui peut produire sans agroécosystème. C'est pas possible. Et puis quand on veut se dire, on fait autrement, mais non, il faut revenir aux fondamentaux, quoi, en fin de compte, regarder ce que la nature fait, s'en inspirer, et puis le faire de manière moderne aussi. Donc, parce que, oui, si je prends le travail du sol, je n'ai pas vraiment envie de labourer des parcelles complètes à la bêche, à la main. Donc, un tracteur et une charrue, c'est quand même un peu plus facile. Donc, par contre, on peut éviter de labourer tout le temps. Et puis donner ce travail aux vers de terre, qui le font aussi de manière très intelligente. Un sol fatigué contient à peu près 200 kilos de vers de terre à l'hectare, ce qui est vraiment un sol dégradé. Donc, Ouais. En moyenne, c'est 1000-1500 kilos. Mais dans un sol vraiment très actif, où on a vraiment remis de la vie, on peut monter à plus de 4 tonnes, ce qui est énorme. Ça veut dire le poids de pratiquement 4 vaches à l'hectare. Donc, un ver de terre. Ça fait un sacré paquet de vers de terre. Donc, donc l'agroécologie, de toute façon, elle est incontournable. On ne peut pas produire ça. Déjà, actuellement, on ne peut pas produire ça. On peut l'améliorer, on peut la restaurer pour la rendre encore plus forte, de manière à ce qu'on puisse vraiment baisser les intrants. Ça, on peut encore le faire. Mais on ne pourra jamais faire ça. Ouais. Ça, c'est exclu. C'est la mort. Ok. Bon, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un dernier mot. Oui, quand même, oui, parce que l'agroécologie, elle est, je dirais, vendue à toutes les sauces actuellement. Ça fait fun. C'est dans la mode du jour. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'agrewashing. Je suis nul en anglais, mais ce mot-là, je n'ai pas un peu retenu, quoi. C'est-à-dire, c'est de la fausse agroécologie, c'est de la fausse écologie. C'est juste pour faire vendre. C'est de l'économie pure et dure. Ça pose un gros problème. Parce que les gens ne se rendent pas compte, ils sont influencés par les réseaux sociaux, et les détournés. Et je trouve dangereux parce que on va dire à un moment donné, on va dire que ça marche pas. Ouais. On a fait des trucs, ça marche pas. Mais est-ce qu'on a vraiment fait de l'agroécologie? C'est pas forcément le cas. Ouais. Donc l'agroécologie vraiment appliquée. Moi, je peux donner un exemple avec du seigle où j'ai utilisé mes leviers agroécologiques dont j'ai parlé avant. Donc, je peux diminuer d'un tiers la fumure en nitrate. Donc, j'ai fait plus que la norme avec moins d'intrants.
Ça ne veut pas dire que ça m'a coûté meilleur marché. Parce que, comme j'ai dit avant, ces leviers, ils ont un coût. Mais au niveau de l'agroécologie, là, j'ai fait quand même pas mal. Ouais. Parce que j'ai pas travaillé le sol, c'était un semi-direct. J'ai économisé grosso modo 80 litres de carburant à l'hectare. Moins d'azote, de nouveau 40 litres de carburant à l'hectare. Je suis à 120 litres de carburant à l'hectare qui a été économisé. Si on multiplie par les hectares, si tout le monde fait ça, alors c'est pas tout le monde pourrait faire. Pas toutes les parcelles, pas toutes les cultures peuvent être faites comme ça. Mais disons, si la moitié des surfaces seraient faites comme ça, c'est des quantités de carburant énormes qui sont économisées, d'énergie fossile qui sont économisées, tout en faisant travailler les vers de terre, les bactéries, les champignons du sol. Donc ça, c'est vraiment important. Un autre problème, c'est la grande surface. Les grandes surfaces, justement, jouent sur cette publicité de l'agroécologie. C'est du greenwashing pour la plupart des fois. Donc la société, l'agriculture va devoir ne peut pas faire différemment, va devoir changer, être beaucoup plus écologique, utiliser vraiment les leviers agroécologiques, mais la société dans son ensemble va devoir faire un gros effort. Parce que l'agriculture toute seule ne pourra pas sauver la planète ou sauver la société dans son ensemble. Et les agriculteurs pourront faire leur part, mais pas tout seul. Tout seul, tout le monde est voué à l'échec tout seul. Ouais. C'est tout le monde. Okay, ouais. Sinon, c'est loupé. On a des possibilités, c'est ça, disons, le côté positif, c'est qu'en agriculture, on a des possibilités de faire quelque chose, d'avoir un gros impact écologique globalement. Ouais. Mais par contre, il faut, comme j'ai dit avant, il faut donner envie à l'agriculture de le faire et les moyens financiers de le faire. Mais on a la possibilité de faire quelque chose et de quelque chose de Donc, tu dis fort. La société, surtout au niveau des consommateurs ou au niveau de la politique aussi, ou les deux? Tous, ouais. Comme j'ai dit avant, tous. Ça joue. Alors, merci en tout cas beaucoup pour ton temps et toutes tes explications. C'est vraiment très intéressant. J'espère que ça a pu, disons, faire voir l'agriculture d'une autre manière, quoi. Ouais. Parce que c'est un peu... Une autre chose, je dirais que pour les consommateurs, les citoyens lambda qui n'a pas l'habitude des agriculteurs, n'ayez pas peur quand vous êtes en promenade sur les bords des chemins béton, au bord des champs, puis que vous voyez un agriculteur qui fait quelque chose. Si l'agriculteur a le temps de s'arrêter et de discuter. Donc, la plupart des agriculteurs vont pas vous courir après avec une fourche. C'est vrai que certains agriculteurs ont aussi peur du contraire, ont peur du promeneur qui vient lui donner ou l'engueuler parce qu'il est en train de traiter, par exemple, ou semer de l'engrais. Donc, mais il faut pas avoir peur l'un de l'autre. S'arrêter au bout du champ, discuter, moi ça m'arrive assez souvent, j'aime bien le faire. En fin de compte, c'est des très bons échanges. Alors, pas tous les agriculteurs sont comme moi, pas tous les consommateurs sont des revanchards, de loin pas. Donc, il pourrait très bien y avoir de temps en temps une petite prise de bec. C'est pas impossible. Mais s'éviter chaque fois les uns les autres, ça n'amène rien de bon. Donc, je dirais, si vous voyez que l'agriculteur a le temps, parce qu'il faut avoir le temps, parce que tout d'un coup, l'orage menace, puis il faut ramasser le foin, il faudra peut-être pas l'interrompre à ce moment-là. Mais si vous voyez qu'il a un peu de temps, puis qu'il est ouvert à la discussion, arrêtez-vous 5-10 minutes et discutez. Et puis c'est sympa. C'est très sympa. Donc là, ça ouvre les esprits des uns et des autres. Ouais, c'est nécessaire. Ouais. Voilà quoi. OK. Merci beaucoup. De rien. Donc, c'était notre épisode aujourd'hui du podcast sur l'agroécologie. On a pu s'entretenir avec André Stodeman. C'était très intéressant de voir ce qu'il fait en agroécologie à Voiron. Et donc, à bientôt pour le prochain épisode. Merci.